13h, 15h, Europe 1 Info. Il est 14h32 sur Europe 1. Vous écoutez les grands entretiens politiques d'Europe 1 Info. C'est avec vous, Clélie Mathias, et vous recevez Sabrina Roubache, ministre déléguée chargée de l'enseignement, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Bonjour Madame la Ministre. Bonjour à tout le monde. Soyez la bienvenue. Merci infiniment de l'invitation. Dans un instant, on va revenir sur le projet de loi Riposte mené par le gouvernement. Juste avant quand même, parce qu'il va y avoir des épreuves de bac pro. Elles vont se dérouler là, pendant 28 mai. Exactement, pendant les fortes chaleurs, parce que d'ici le 28 mai, je parle sous le contrôle de Géraldine, a priori le mercure n'aura pas baissé. Non, du tout. Alors quelles sont vos recommandations ? Alors les recommandations, déjà, les chefs d'établissement les ont à travers les recteurs, et il me semble que ce matin, le ministre de l'Éducation nationale, Édouard Geffray, a envoyé tout de suite des circulaires, justement. Alors c'est des mesures en réalité auxquelles on est déjà habitué. Par contre, la précocité de cette vague de chaleur est assez inédite, pour pas dire complètement inédite. Donc c'est baisser les stores, permettre aux élèves donc de pouvoir aller s'hydrater, de boire régulièrement, donc les laisser sortir des salles d'examen autant qu'ils en ont besoin, parce que on sait que la déshydratation est le premier sujet quand on a des vagues de forte chaleur, même sur des personnes jeunes. C'est-à-dire que souvent on parle, c'est vrai, des personnes âgées, et heureusement, mais vous savez, les jeunes, notamment les jeunes enfants, sont exposés aux fortes chaleurs. Donc nos jeunes qui sont en examen, tout est préparé pour eux dans les salles d'examen, donc on baisse les stores, on permet quand même à l'air de rentrée d'être renouvelé pendant, pour pas que ça crée, vous savez, des cuves de chaleur, et l'hydratation, c'est-à-dire qu'on demande aux établissements, et on sait parfaitement le faire, il faut bien faire confiance à nos chefs d'établissement qui connaissent leurs élèves, et qui ont l'habitude maintenant de ces procédures, de ces process, de permettre aux élèves de s'hydrater et donc d'avoir en accès libre de l'eau potable tout le temps, pendant toute la durée des examens. Et ne pas oublier que les examens sont le matin à des heures beaucoup plus fraîches. Donc les examens démarrent tôt. Donc c'est du 8h. Donc à 8h, il fait une meilleure température que 14h. Donc voilà, si vous voulez, les conditions sont réunies pour permettre en toute sécurité à nos jeunes de lycée professionnel et les autres, parce qu'on n'oublie pas aussi nos jeunes bacheliers qui vont commencer à travailler alors les examens démarrent le 11 juin, du 11 au 18, et nos jeunes CAP. Les CAP, c'est du 8 au 9 juin, donc voilà, donc tout est prêt. En fait, tout est prêt. Tout est prêt, et surtout, un petit mot sur les apprentis en entreprise. On a déjà un code du travail qui protège beaucoup, donc éviter, par exemple, de démarrer des chantiers, faire des chantiers au moment des pics de chaleur dans l'après-midi, c'est-à-dire faire démarrer plus tôt. C'est du bon sens, mais il faut que ça soit appliqué. Du bon sens, absolument. Appliqué, oui, et puis la loi protège. Et honnêtement, quand on a une mobilisation et des préfets et des recteurs, sincèrement, les dispositifs se déploient assez facilement et de manière assez maintenant. Dès qu'on a une alerte, vous voyez, on a eu les alertes sur ces pics de chaleur, et on n'a pas besoin de dire à tout le monde ce qu'il a à faire, puisque les process sont déjà en route, et le gouvernement se mobilise en rappelant par des circulaires et par des télégrammes, à rappeler à tout le monde de mettre ces procédures en œuvre. On en vient au projet de loi Riposte qui est soumis au vote du Sénat. Il a pour ambition, je le rappelle, de lutter contre le fléau du protoxyde d'azote, des free-parties, des rodéos sauvages, de la consommation de stupéfiants. Les troubles à l'ordre public, on le verra, c'est assez hétéroclite. Oui. On écoute d'abord Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, sur cette loi. Il était sur Europe 1 il y a quelques jours. On vise à durcir systématiquement les sanctions d'un certain nombre d'infractions insupportables pour nos concitoyens et qui persistent. Les rave-parties, les rodéos, les violences dans le sport, le protoxyde d'azote, l'usage de mortiers contre les forces de l'ordre. Par ailleurs, dans ce texte, on vise aussi à faciliter les procédures. C'est d'abord un choc d'autorité, des sanctions et puis un choc d'efficacité. Moi, je veux aussi que les policiers puissent avoir des moyens accrus de lutter contre la délinquance. Donc, on permet d'utiliser la vidéoprotection assistée, comme on l'avait fait pendant les JO. On permet aussi une meilleure utilisation des lecteurs automatisés des plaques d'immatriculation pour mieux surveiller les flux, pour lutter contre tout type de délinquance, pouvoir conserver les données plus longtemps. On permet également aux policiers et gendarmes d'avoir des possibilités accrues en matière de fouilles sur les zones frontalières. Voilà, donc on renforce à la fois les sanctions et les possibilités d'action des forces de sécurité. Par exemple, sur le protoxyde d'azote, donc un délit d'inhalation passible d'1 an de prison, 3 750 € d'amende a été créé. Possibilité d'AFD, donc une amende forfaitaire délictuelle de 200 €. Et la conduite sous l'emprise de ce gaz hilarant vaudra jusqu'à 3 ans de prison et 9 000 € d'amende. Vous êtes satisfaite de ce tour de vis ? Écoutez, non seulement satisfaite, d'autant que mes origines ministérielles, c'est quand même le ministère de l'Intérieur. J'avais entre autres la prévention de la délinquance quand Gérald Darmanin était ministre de l'Intérieur. Donc je
je vois quand même notre ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, qui met en application toutes ces idées en réalité qui ont été concertées. Le ministre Laurent Nunez l'a fait avec les associations d'élus. C'est-à-dire ce qui n'a pas été peut-être suffisamment dit, c'est que tout ça a été imaginé avec des élus locaux qui ont besoin de tranquillité publique, qui ont besoin de dispositifs durs mais applicables. C'est quand même les premiers soumis à l'insécurité ou en tout cas à l'intranquillité publique, c'est quand même nos élus locaux. Donc quand on dit on va punir plus sévèrement le transport, l'inhalation du protoxyde d'azote, quand on dit aussi on va sur les rodéos urbains, permettre justement cette amende de 800 € et surtout à la main du préfet de pouvoir ne plus délivrer un permis à un jeune qui aura été condamné pour rodéo. Mais vous voyez, toutes ces mesures, c'est des mesures du quotidien très pragmatiques, très faciles à mettre en œuvre, mais qui peuvent changer la vie des gens. Le Sénat, sur le protoxyde d'azote, le Sénat a par ailleurs voté l'interdiction générale de la vente de protoxyde d'azote aux particuliers, ce qui n'était pas dans le projet de loi initial. Et vous y êtes favorable ? Non, moi je suis. Alors, je laisserai quand même le ministre de l'Intérieur mener ces débats-là. Moi, je suis. Il y avait une réserve du gouvernement. Oui, mais moi je suis aussi réservée, évidemment, parce que enfin, vous êtes boulanger, pâtissier, vous avez besoin d'avoir votre. Oui, mais c'est pour les particuliers. Oui, oui, mais enfin, vous faites des cours. Je dis n'importe quoi. Moi, je cuisine de temps en temps chez moi, j'en ai besoin. Enfin, vous voyez, tout de suite, on ne va pas mettre en prison. Donc, je pense qu'il faut du discernement et le ministre de l'Intérieur a raison de parler de ce discernement-là entre ceux qui n'ont pas de raison justifiée de se balader. Un enfant de 13 ans ou 14 ans se baladant avec un tube de protoxyde d'azote, je ne suis pas sûre que c'est la même chose que la maman qui fait un gâteau ou le papa qui fait un gâteau pour la kermesse. Enfin, ça n'a rien à voir. Protoxyde d'azote, rodéo sauvage, consommation de stupes aussi. Il y a beaucoup d'augmentation d'AFD. Alors le président de la République l'avait annoncé à Marseille. Ça passe de 200 € sur les AFD, donc les amendes forfaitaires délictuelles, de 200 € à 500 €. La gauche est très réservée, même opposée à l'extension de ces AFD, comme on dit, les amendes forfaitaires délictuelles. Leur efficacité est remise en cause par un récent rapport de la Cour des comptes. Alors, si vous voulez, tout peut être tout le temps remis. Alors, le rapport de la Cour des comptes, je le connais, c'était sur le fait de pouvoir les faire payer. C'est-à-dire comment est-ce qu'on collecte ces amendes. L'intérêt quand même de ces amendes aussi. Absolument. Mais si vous voulez, revenez à l'époque de la sécurité routière avec la ceinture de sécurité. On nous avait fait, et je me rappelle, moi j'étais très très jeune, nous étions toutes les trois très très jeunes, et à l'époque on faisait exactement le même procès en disant les amendes ça servira à rien pour la sécurité routière sur les ceintures de sécurité. Je réponds exactement la même chose. Si on considère que tout ce que nous faisons en termes de pénalité, d'amende ne sert à rien, alors à quoi ça sert d'avoir des lois, un code pénal, enfin on peut tout remettre en question. En revanche, s'appliquer à la collecte et au paiement de ces AFD, évidemment que c'est un sujet. Moi, je préfère plutôt que de dire ça ne sert à rien, plutôt qu'on travaille à comment les rendre plus efficaces et à mieux les prélever, à mieux les collecter. On en vient. Je voudrais vous faire écouter Gabriel Attal, candidat Renaissance à l'élection présidentielle, donc depuis vendredi, qui a affirmé vouloir durcir le regroupement familial. Il était sur France Inter ce matin. Moi, j'ai toujours dit la même chose. Il faut que la France accueille moins pour accueillir mieux. Et donc, moi, ce que je vais porter dans cette campagne, c'est l'idée, effectivement, de nous donner des priorités sur notre immigration. Et que la préférence travail, c'est-à-dire l'immigration de travail, devienne l'un des premiers motifs d'immigration plutôt que les autres. On a fait tout un travail avec le parti Renaissance. On proposait effectivement de durcir les conditions du regroupement familial. Et donc, par exemple, d'augmenter la durée de résidence requise en France pour pouvoir faire venir ses conjoints, d'augmenter ces règles-là. La priorité travail, l'immigration économique, doit devenir la priorité de notre politique migratoire. Gabriel Attal, qui n'est pas le seul à faire des propositions sur l'immigration au sein du bloc central, Gérald Darmanin, lui propose un moratoire de 3 ans. Sabrina Roubache, qu'en pensez-vous ? Pour l'instant, quelle proposition a le plus vos faveurs ? Moi, c'est très simple. C'est que je suis membre du gouvernement. Je ne suis pas là, honnêtement, pour commenter les propositions de présidentiables ou de candidats déclarés. Quand bien même ce serait Gabriel Attal qui a été Premier ministre, avec qui j'ai été donc ministre, et ministre aussi lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale. Mais Gérald Darmanin est garde des Sceaux. Gérald Darmanin a porté une loi qui s'appelle, et je l'ai portée à ses côtés, je l'ai défendue à ses côtés, une loi qui s'appelait Asile, immigration. Enfin, il me semble bien que la loi de décembre 2023 comportait déjà beaucoup de mesures qui nous permettaient effectivement les métiers en tension,
quand on disait il faut absolument régulariser sur les métiers en tension, parce que nous avons besoin de cette main-d'œuvre. Et rappelez-vous, on avait fait un titre de séjour sur un an renouvelable sur les métiers en tension. Tout ça, vous savez, moi, je ne sais pas le faire, commenter des programmes avant même qu'ils soient définis. Donc, je ne commente pas ce que Gabriel Attal a dit, ou même, je vais vous dire, que ce soit Édouard Philippe, que ce soit Jean-Luc Mélenchon, ou encore le RN. C'est-à-dire ça, ce sont des mesures de gens qui sont candidats à la présidentielle. Moi, ce que je sais, c'est ce que nous avons fait lorsque nous étions tous au gouvernement, sur la loi immigration, et il me semble bien que la loi immigration que nous avons portée avec Gérald Darmanin dit quelque chose qui est dans la continuité de quelque chose qu'il a porté lui-même. Il faut que ce soit un des thèmes de cette présidentielle, l'immigration. Non, mais je vais vous dire, je ne sais pas. Vous des chefs de l'INED, par exemple, qui ont été publiés la semaine dernière, est-ce que c'est important d'en faire un thème de débat? Ce que je crois, quand vous avez été premier, enfin en tout cas pour ceux qui ont été Premier ministre, mais quand vous êtes ministre et en plus, d'autant plus membre du gouvernement, ce qui compte, c'est ce que je fais moi, dans le portefeuille qui m'a été confié par le président de la République et le Premier ministre. Moi, là où je préfère qu'on m'interroge, c'est plutôt, vous, qu'est-ce que vous allez faire avec ce portefeuille, l'enseignement pro, la formation pro. C'est prévu. Et l'apprentissage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est prévu. Chacun à son échelle, vous savez, les gens n'attendent pas des hommes et des femmes politiques du commentaire. Ils attendent des mesures concrètes. Par exemple, vraiment, pour reboucler sur l'immigration, pour aller au bout de la réponse, c'est que les Français vont devoir juger en 2027 les thèmes qu'ils vont préférer. Je pense que c'est pas à moi, et honnêtement, à mon humble niveau, de dire quels devront être les thèmes de campagne, que ce soit sur l'immigration, la santé, sur la sécurité, sur la politique de l'offre, l'électrification. Vous voyez, ce matin a été lancé par le président de la République quelque chose de fondamental pour notre pays, l'électrification du pays. Moi, voilà, c'est concret. Et vous voyez, cette crise au Moyen-Orient nous a ramené à quelque chose d'important sur notre autonomie, notre souveraineté, et de se dire que plus on sera autonome sur notre production, parce qu'on l'est déjà, d'électricité. N'oublions pas que nous, on est un pays qui produit beaucoup plus, 2 fois plus que ce qu'il consomme, c'est-à-dire on exporte 2 fois plus que ce qu'on consomme, et comment en réalité, dans le porte-monnaie des Français, ça va être, mieux pour eux, plus facile à aborder, donc des voitures électriques, et pouvoir permettre à chacun, selon ses moyens, de se déplacer correctement sans que ça lui coûte trop d'argent. Sabrina Roubache, avant de parler de votre portefeuille, la formation, l'apprentissage, quand même, on va parler de votre famille politique. Alors, l'ancienne Première ministre Elisabeth Borne a déclaré ne pas croire à la possibilité d'une compétition apaisée, je cite, entre les deux tenants du macronisme engagé donc pour 2027, à savoir Édouard Philippe et Gabriel Attal, et elle appelle tout le monde au rassemblement dès maintenant. Alors, encore une fois, moi je me suis engagée en politique pour la première fois de ma vie aux côtés du président de la République, et disons que pour moi ça restera ça restera toute ma vie une référence, un modèle du genre, dans le sens de je sais rassembler très largement. Là, on y est ou pas? Le président de la République l'a fait. Non, je ne sais pas si on y est, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que le président de la République l'a fait en 2017. Le président de la République l'a refait en 2022. Vous savez, il a été élu 2 fois par les Français de manière consécutive, ce que nous n'avions pas vu depuis le président Jacques Chirac. Donc la réalité, c'est que de toute façon, plus vous rassemblez votre socle, plus vous parlez au plus grand nombre. Le président de la République l'a fait. Est-ce que chacun saura faire? Est-ce que les autres le feront? Oui. J'en sais. Écoutez, ce sera aux Français de répondre, pas à moi. On reste ensemble, Sabrina Roubache. Je rappelle que vous êtes ministre déléguée en charge de l'enseignement, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Sujet primordial. Mais on va en parler. Effectivement, puisque vous avez lancé un Conseil national de la refondation de l'attractivité et de la voie professionnelle. À tout de suite sur Europe 1. 14h46, vous écoutez les grands entretiens politiques d'Europe 1 Info. C'est avec Clélie Mathias sur Europe 1. 13h, 15h, Europe 1 Info. 13h, 15h, Europe 1 Info. Et les grands entretiens politiques d'Europe 1 Info se poursuivent sur Europe 1 avec vous, Clélie Mathias, et votre invitée avec vous en studio, Sabrina Roubache, ministre déléguée chargée de l'enseignement, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Alors justement, on va en parler de l'attractivité de la voie professionnelle, comment la rendre plus attractive. Juste avant, puisqu'on se projetait à 2027, je vous parlais d'Elisabeth Borne qui appelait au rassemblement. Elle disait ne pas croire à la possibilité d'une compétition apaisée entre Gabriel Attal et Édouard Philippe. Et puis elle a critiqué, et c'est pas la première, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, l'avait fait aussi. Elle critique, elle dit que dans cette compétition, curieusement, je cite, il y a beaucoup de messieurs et assez peu de place qui est laissée aux femmes.
Et je rappelle que Yael Braun-Pivet demandait aussi à ce qu'il y ait beaucoup plus de mixité et que, je dirais, ça irait un peu mieux s'il y avait plus de mixité. Vous, en tant que femme, en tant que ministre, qu'en pensez-vous? Moi, j'en pense que la mixité est nécessaire dans tous les pans de la société, que ce soit en politique, dans le monde socio-économique, dans le monde académique, et que on voit bien qu'on a réussi à faire changer les mentalités par la loi. La réalité, c'est ça. Vous savez, la mixité en politique, un homme, une femme sur une liste, c'est la loi. Tant que c'était pas imposé, les femmes avaient les queues de peloton et on prenait les places. Maintenant, si vous voulez, alors sur la présidentielle, Pour la présidentielle, c'est pas le cas. mais oui, c'est une décision individuelle. Là, par contre, la loi n'y peut rien. Enfin, je pense que c'est une décision intime, tellement personnelle, qui implique tellement de choses dans la vie personnelle qu'on ne peut pas comme ça le commenter à l'emporte-pièce. Mais moi, plus je vois des femmes s'engager en politique, plus je suis ravie. Et vous savez, je suis devenue féministe en faisant de la politique, alors que je suis une chef d'entreprise. Sabrina Roubache, on va parler d'un des candidats à la présidentielle, Édouard Philippe, candidat Horizon donc, qui s'est dit favorable à la panthéonisation de Samuel Paty. Il était sur France 5, c'était il y a quelques jours. La sœur de Samuel Paty m'a envoyé un courrier pour évoquer la panthéonisation de Samuel Paty. Et donc j'ai répondu à sa sœur que j'étais tout à fait prêt à l'aider dans ses démarches qui ont place au Panthéon. Les gens qui se sont illustrés au service de la République. Il a fait don de sa vie au sens où il a continué modestement, sans penser que ça passerait par la mort, à enseigner. C'est-à-dire à essayer de faire en sorte que nos enfants, et donc nous-mêmes, on soit capable de faire usage de notre raison, qu'on soit capable de comprendre ce qui se joue dans ce pays en matière de valeurs républicaines. Oui, Samuel Paty doit pouvoir être au Panthéon, je pense. Édouard Philippe qui est favorable à l'entrée au Panthéon de Samuel Paty, contrairement au ministre de l'Éducation, Édouard Geffray. Et vous, où vous situez-vous? Est-ce que Samuel Paty doit faire son entrée? Édouard Geffray, non, le ministre de l'Éducation nationale. Oui, j'avais répondu à une question au gouvernement, à une QAG, comme on dit, la semaine dernière, pas plus tard que la semaine dernière, et où, en réalité, la position, c'est le président de la République, déjà, on le sait, qui peut prendre cette décision. Et un mot sur Samuel Paty, il a fait, ce qu'il a essayé d'enseigner à ses élèves lui a coûté la vie. Et je dis toujours, j'ai beaucoup trop de respect pour sa famille, pour lui, pour sa mémoire, pour venir sur un plateau, dire je suis pour, je suis contre. Pour moi, Samuel Paty restera ad vitam aeternam dans notre vie, dans notre mémoire de la République, restera comme celui qui a fait don de tout ce qu'on peut enseigner de plus prestigieux, de plus sacré à nos élèves, c'est-à-dire la liberté de penser, la laïcité telle que notre République la pense, et que la panthéon est quelque chose de tellement, tellement profond, qui touche. J'invite tout le monde à aller voir le film, hein, j'avais répondu, l'abandon. Ce film, on ne peut pas obliger, vous comprenez, les lycéens, les collégiens d'aller le voir. Aimé? Non, moi je pense qu'il faut encourager à aller les voir. Vous savez, obliger à voir un film, ça, quel que soit le film, c'est pas ça. Lui, il s'est pas battu pour qu'on oblige. Il s'est battu pour que les jeunes puissent réfléchir par eux-mêmes et construire leur pensée. On oublie tout le temps que construire sa pensée dans l'opposition, dans la contradiction, c'est important. Ce film, j'encourage vraiment tout le monde à aller le voir. Moi, le nombre de messages que je reçois, je l'ai vu, mais le nombre de messages que je reçois en me disant, mais tout le monde, hein, quelle que soit la ville où mes amis l'ont vu, vous disent la même chose. On a pleuré, on est sorti et tout le monde se serrait dans les bras. Donc, au-delà même de la panthéonisation, parce que dans nos cœurs, Samuel Paty est déjà au Panthéon. Vous comprenez, au Panthéon de nos mémoires. Ce qu'il a fait, est-ce que vous avez rappelé d'ailleurs très justement, est-ce que c'est un héros? Ah, c'est un martyr. Un martyr. C'est un martyr. Il a été victime de la radicalisation de l'islamisme le plus vil. Et la réalité, c'est que c'est un martyr. Et vous savez, un martyr, un héros dont tous les jours, il faut se rappeler de ce qu'il a fait, pourquoi il l'a fait, comment il l'a fait, Panthéon, avec ce courage. En fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, le débat, il est même, même au-delà. Mais vous avez vu la polémique qu'il y a eu justement au moment de la sortie de ce film. Mais vous savez, j'étais productrice de film. Enfin, moi, j'ai produit des documentaires. Et de ce qu'on a pu entendre. Alors, je vais vous dire, moi, le soir de l'assassinat lâche de Samuel Paty, je projetais en avant-première un film que je produisais sur la radicalisation qui s'appelle Djellaba Basket de Philippe Pujol à Marseille. Donc, croyez-moi que sur la radicalisation et l'islamisme, j'en sais beaucoup plus que beaucoup de commentateurs que j'entends. Le combat, évidemment, ne s'arrête jamais.
Il faut jamais rien lâcher face à l'islam le plus radical. C'est-à-dire, la République sera solide si elle est unie. C'est bête de dire ça, mais je vous promets que quand vous dites ça à des jeunes, que vous projetez justement des films, moi, Djellaba Basket, j'ai pas dit il faut absolument que tout le monde le voie. J'ai dit j'invite beaucoup de professeurs des établissements à montrer ce film. Mais ça, vous savez, la liberté pédagogique, c'était quand même le fondement, la structuration de Samuel Paty. Il était prof. Donc la liberté pédagogique, lui, il n'a jamais parlé dans tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai entendu. Et sa sœur, qui en parle mieux que personne, et elle n'a jamais dit il a obligé une telle ou un tel. Il a invité à la réflexion, il a invité à la contradiction, il a invité à réfléchir et à penser. Vous savez, apprendre à penser à nos jeunes, c'est peut-être ce sur quoi on doit se concentrer au-delà des autres débats. Alors, Sabrina Roubache, vous êtes ministre déléguée chargée de l'enseignement, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, et vous avez annoncé le lancement d'un conseil national de la refondation de l'attractivité de la voie professionnelle. L'idée, c'est évidemment de permettre un meilleur accès à la formation pour les jeunes. Et les moins jeunes. Oui, on va dire, voilà. Comment ça se passe? Comment on fait justement pour rendre tout cela? Quelles sont concrètement les idées? Les idées très concrètes. C'est le Conseil national de la refondation va permettre quelque chose, c'est de réunir tout le monde. Des organisations syndicales, des organisations... C'est pas déjà fait? Il y avait pas un... Non, mais en fait, vous êtes toujours en transformation, puisque nous, le président de la République, dès 2017, a décidé de lancer cette politique publique qui marche plus que bien sur l'apprentissage. Vous passez pas de 300 000 apprentis à 1 million en ne faisant rien. C'est une politique publique qui a été portée par des moyens publics, mais qui a été portée politiquement. Les entreprises s'en sont emparées parce qu'elles ont été, rassurées et soutenues par le pouvoir public et politique. Donc on réunit tout le monde, tous les acteurs. On réunit tout le monde. La voie professionnelle, c'est quoi? On dit on veut transformer la carte des formations professionnelles. C'est-à-dire permettre au bassin d'emploi qui recrute le plus. Vous pouvez aller dans le sud, du côté de Fosberg, vous savez, sur les métiers de l'industrie, mais on va aussi du côté de Dunkerque. On va dans d'autres régions comme Rhône-Alpes, en région sud de chez nous, je le disais, en Nouvelle-Aquitaine, en Bourgogne-Franche-Comté. On va permettre, moi ce que je veux, c'est que tout le monde se concerte, les lycéens, n'oubliez pas, les jeunes, c'est important dans ces concertations. Les familles, moi ce que je veux, c'est qu'on touche à certains intitulés de diplômes, parce que les intitulés de diplômes, si vous voulez attirer les jeunes vers vous, s'ils ne connaissent pas la fiche de poste, le métier, le job qu'ils vont faire. Vous allez renommer des métiers, mais ça c'est à la main, c'est pas à la main, c'est à la main des organisations syndicales, je le disais, patronales. C'est un arrêté, changer le titre d'un diplôme. Je veux aussi les familles, je veux les proviseurs, je veux les professeurs de lycée professionnels. Je veux que tous ceux qui sont concernés par la voie professionnelle se concertent, pas pour se faire plaisir, pour dire comment est-ce qu'on rend plus efficace cette carte des formations professionnelles et qu'on la rende à l'usage donc de ceux qui veulent être formés sur les métiers où nous sommes en tension, l'hôtellerie, restauration, l'industrie, les métiers de service à la personne. Oui. Vous voyez, pour essayer d'attirer le plus possible. Et si vous voulez les attirer le plus possible, si vous ne parlez pas aux familles et si vous ne permettez pas des solutions d'hébergement comme je l'ai proposé pour les internats, en disant j'aimerais que mes jeunes de CAP, de lycée pro et de BTS puissent avoir un hébergement donc par les internats pour qu'ils puissent être formés au métier qu'ils auront décidé de faire, que ce ne soit pas subi, de permettre au monde socio-économique de recruter ces jeunes conformes. Merci beaucoup Sabrina Roubache, ministre déléguée chargée de l'enseignement, de la formation professionnelle et de l'apprentissage dans un instant. À vous. Et si on en parlait sur Europe 1, et moi je vous retrouve ce soir. Ce soir de 19h à 21h pour Europe 1 soir. À ce soir, Clélie, c'était Clélie Mathias sur Europe 1.